Interrogez les intentions. Voici la thématique du jour. L'intention profonde est à la base de toute action, de tout choix, de toute décision, de toute attitude et de tout comportement. Si l'on souhaite changer quelque chose à sa vie, ou changer tout simplement, voire faire changer une situation, la première chose à faire, c'est de questionner ou de clarifier ses intentions, ainsi que les intentions d'autrui. Interrogez les intentions réelles et libératoires. Alors, bienvenue sur la chaîne de la résilience. Comme l'adage le dit, l'enfer est peuplé de bonnes intentions. Sauf que ces intentions-là sont des mensonges. Et ce sont bien les mensonges que l'on se fait à soi-même ou que l'on fait aux autres qui sont à l'origine de la création de nos enfers. Regardez par exemple la publicité. Sur quoi est-elle construite? Sinon sur la dissimulation d'une réalité d'intention. Une intention réelle, non dite, non explicitée, voire complètement dissimulée. Il y a quelques décennies de cela, la publicité ne s'appelait pas la publicité. Cela s'appelait de la réclame. Et aujourd'hui, on appelle cela une campagne de com'. La dissimulation a pris de l'ampleur. On est passé de réclame à communication. On a joué sur les mots pour dissimuler encore plus l'intention initiale. Et le plus souvent dans ce qui est annoncé comme une communication, qui n'est en soi qu'un partage d'informations. Une information n'est en rien une réalité absolue. Une information, on en fait ce qu'on en veut. Or, une campagne de communication n'a pas du tout cet objectif. L'objectif réel d'une campagne de communication ou d'une publicité, comme d'une propagande, c'est de vous faire adhérer, de vous influencer, d'embrouiller votre clarté d'esprit, voire d'utiliser vos peurs et vos croyances pour annihiler complètement votre libre arbitre. Les intentions réelles d'une campagne de com agressive ou d'une propagande, c'est de créer un lien d'emprise sur vous et pas autre chose. Quelles sont les intentions réelles des compagnies de cigarettes ou des fast-foods, ou des lobbies en règle générale? Eh bien, c'est de s'assurer d'un revenu conséquent, d'un revenu passif et pérenne, basé uniquement sur vos dépendances, vos peurs et vos croyances. L'intention initiale est bien d'aboutir à de l'emprise et pas autre chose. Et pour en arriver à l'emprise, à l'objectif initial réel de la campagne de com agressive ou de la propagande, il y a un cheminement très précis. On va d'abord créer en vous un besoin qui n'existe pas. Un besoin créé de toutes pièces qui puisse répondre aux aspirations égotiques du plus grand nombre. Et en numéro 1, nous avons le besoin illusoire de l'immortalité, ce qui active la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de vieillir. Si Big Pharma est numéro 1 des marchés mondiaux, ce n'est pas un hasard. Ils ont créé de toutes pièces une pandémie, il y a quelque temps, ou peut-être qu'ils ont profité simplement d'un échappé de virus de laboratoire, laissons-leur le bénéfice du doute, mais en tout état de cause pour mettre en œuvre une propagande à l'échelle mondiale, pour précisément mettre les populations mondiales sous leur emprise. Tous les mensonges se révèlent aujourd'hui, mais malheureusement le mal est fait. Et le pire c'est que ça leur a tellement rapporté qu'on est à peu près sûr qu'ils vont tenter de recommencer par tous les moyens possibles. Alors dans une histoire d'emprise, ceux qui cèdent à la peur, et qui donc obéissent sans se poser de questions, et qui relaient la propagande, le payent à terme en y laissant leur santé. Santé physique, santé mentale, santé morale. Ceux qui voient clair dans les tentatives d'emprise, et qui dénoncent cet état de fait, le payent aussi sous forme de punition. Ils désobéissent aux injonctions, ils les dénoncent, et de fait, ils sont sanctionnés pour désobéissance. Y compris par ceux qui tentent d'aider à ne pas tomber dans l'emprise. Et c'est ça le plus triste. Et puis dans le lot, il y a aussi ceux qui ne cèdent à rien. Ceux qui restent intègres parce qu'ils connaissent parfaitement tous les mécanismes d'emprise et de propagande. Sur eux, ce genre de choses ne fonctionnera pas, parce que ça vient appuyer sur une peur qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Le besoin viscéral de sauver leur peau ne peut être créé. Prenons un autre exemple. Intéressons-nous au lobby de la viande, tiens, pourquoi pas. S'il y en a bien un qui repose sur de fausses croyances et un inconscient collectif, c'est celui-ci. Revenons un petit peu en arrière dans l'histoire. La consommation de produits d'origine animale est quelque chose de très ancien dans l'histoire humaine. Consommer de la viande, du lait, des œufs, du poisson ou des produits de la mer nous permet de nous maintenir en bonne santé et sans réelle carence, facilement et efficacement. Et c'est d'ailleurs un régime alimentaire qui est privilégié lorsque les techniques de culture sont compliquées ou lorsque les climats ne sont pas favorables à une abondance végétale comestible pour nous. En tout état de cause, c'est comme ça que tout a commencé. Celui qui savait pêcher, chasser, cueillir, cultiver une terre, élever des animaux, avait bien plus de chances de survie que ceux qui ne le savaient pas. On l'a peut-être trop vite oublié, mais ça reste une vérité. On y reviendra plus tard. Mais alors, en partant de ce constat, comment en est-on arrivé aujourd'hui à engraisser les lobbies de la viande au détriment de notre santé et du bien-être animal? Par quel processus en sommes-nous arrivés alors que nous sommes une espèce omnivore, que nous maîtrisons toutes les techniques de culture, toutes les techniques de conservation, à devenir des addicts à la viande et aux produits d'origine animale? Il y a eu en effet un processus long, progressif, de mise sous emprise,
d'addiction à la consommation de produits d'origine animale. Et plus précisément, de consommation de viande. Entendons-nous bien, ici je ne suis pas en train de prôner le régime vegan, pas plus que le régime cétogène. Je suis simplement en train d'expliciter un besoin qui n'est pas réel pour notre survie. La vérité stricte et scientifique est que la non-consommation de produits d'origine animale nous expose à certaines carences. Nous savons aussi aujourd'hui, scientifiquement, que les apports en protéines, en calcium, en fer, en oméga, bref, tout ce qui peut être apporté par une consommation de produits d'origine animale, peut aussi être apporté par une consommation d'origine végétale. Hormis la vitamine B12 et vraisemblablement le collagène, nous n'avons en réalité pas besoin de consommer des produits d'origine animale. Simplement, nous le faisons par habitude, par tradition, par croyance, par goût aussi, et par facilité. Mais alors, ce lobby de la viande, il vient d'où exactement ? Il vient d'un besoin fictif, créé de toutes pièces à partir des facteurs que je viens de citer. La peur d'être carencé ou de carencer ses enfants, et c'est principalement là-dessus que s'appuient les lobbies de la viande ou du lait. La peur ou la répugnance à tuer un animal, et dans ce cas-là, c'est super pratique. L'industrie fait tout pour vous. On vous met tout en barquette, bien présenté, et hop, c'est réglé. À aucun moment on ne se charge de la sale besogne. C'est la facilité. Juste posez-vous la question quand vous êtes en train de vous engloutir un hamburger. Est-ce que vous auriez été capable d'élever cette vache que vous êtes en train de consommer, puis de la tuer et de la découper en morceaux ? Ben, c'est juste ça, être déconnecté de la réalité en fait. Ces lobbies vous font croire que tout est bien, tout est normal, et qu'ils vous font bénéficier d'une totale sécurité alimentaire. Mais la réalité, elle est où exactement ? L'intention réelle de tous ces lobbies agroalimentaires, quelle est-elle ? À part faire du profit et pérenniser ces profits de façon croissante, il n'y en a pas d'autre. Et tous les arguments de sécurité alimentaire, de prendre soin de votre santé, de respecter le bien-être animal, de vous identifier à une classe sociale avantageuse, de nourrir les populations, tout ça c'est du flan, du mensonge. On le sait tous aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Alors pourquoi est-ce que l'on continue malgré tout à nourrir ces lobbies, à permettre leur expansion, malgré tous les scandales qui sont révélés régulièrement ? Bien, c'est par facilité, par habitude, parce qu'on cède encore trop facilement aux pressions, ou encore parce qu'on a peur de se sortir de ses addictions. Et pourtant, on en a plein des portes de sortie. Lorsqu'un besoin n'est pas réel, n'est pas absolument vital, au sens premier du terme, on demeure entièrement libre de ses choix. Nos besoins strictement vitaux en tant qu'espèce humaine sont les suivants. Ils ne sont pas très nombreux en réalité. Nous avons besoin de respirer, de nous alimenter, de boire de l'eau potable, d'éliminer nos déchets physiologiques, de sommeil, et de maintenir notre température corporelle à 37,5 degrés Celsius. Et c'est à partir de là que les intentions des uns et des autres devraient absolument se poser. Si vous le voulez bien, poussons notre réflexion jusqu'au bout au travers de quelques exemples. Notre premier besoin vital avant toute chose, c'est de pouvoir respirer. Mais pas respirer n'importe quel air. Respirer de l'air non pollué, de l'air non empoisonné. Si notre intention est claire avec ça, et qu'elle est alignée avec ce besoin précis et particulier, alors nous ferons en sorte de vivre dans un lieu qui respecte ces critères. Et lorsque nous nous établirons dans ce lieu idéal, bien nous ferons en sorte aussi que cet air de qualité reste un air de qualité. Imaginez un instant que vous décidiez de quitter la ville parce que vous n'en pouvez plus de respirer les pots d'échappement. C'est un choix aligné avec vos besoins et c'est un choix aussi qui est courageux, parce qu'il vous demandera de vous réadapter à un autre mode de vie. De là, vous vous trouvez un petit coin de campagne, charmant, où ça sent bon la rosée du matin et le parfum des fleurs et de la forêt le soir. C'est super! Et alors là, catastrophe, un beau jour, un agriculteur décide d'installer un gros bâtiment d'élevage, industriel bien sûr, juste à côté de chez vous. Et les ennuis commencent. Vos choix respectifs ont des intentions complètement divergentes. Votre intention à vous n'est que de respirer de l'air propre. L'intention de cet agriculteur, c'est de faire du gros chiffre d'affaires. Votre souci à vous, c'est de respecter votre santé. Le gros souci de votre agriculteur, c'est de se sortir un salaire convenable. Alors que faire dans ces cas-là ? On se déclare une guerre ouverte ? En ce cas, ce sera le pot de fer contre le pot de terre. Et c'est l'agriculteur qui aura gain de cause, parce que derrière lui, il y a la grosse machine de l'agro-industrie. Celle justement qui promet un beau salaire à notre agriculteur. Vous avez aussi un autre choix, celui de vous barrer vite fait de cet endroit, en acceptant d'y laisser des plumes, surtout si vous êtes devenu propriétaire. À moins d'y trouver un immense avantage économique, personne n'accepterait d'habiter dans un lieu pareil. En résumé, une fois de plus, si l'on prend la mouche, on ne peut pas se sortir vainqueur de ce genre de situation. Mais alors, à part accepter de subir, fuir ou se faire la guerre, existe-t-il une autre solution ? Lorsque l'on est résilient, il existe toujours des solutions. Les solutions de résilience, lorsqu'elles impliquent plusieurs personnes, ne sont pas très faciles à mettre en place, ne sont pas garanties non plus, mais ça se tente. Dans cet exemple-là, dans ce cas de figure,
Plusieurs alternatives ou solutions sont possibles, à condition de respecter l'intention de départ de l'agriculteur. Pas du tout parce qu'il est juste dans ses choix et ses décisions, mais parce que ce sera lui qui aura gain de cause de toute évidence. Il convient donc de lui faire une contre-proposition qui respecte la hauteur du salaire qu'il était prévu qu'il se dégage. Et ce, avant qu'il signe le contrat avec l'agro-industriel. Avec ce type d'agriculteur, ça ne sert à rien de discuter environnement, bon voisinage et bien-être animal. Ce ne sont absolument pas ses priorités. Pour tout dire, il n'en a absolument rien à foutre, et il jugera que ces considérations sont des considérations de bobo citadin. Non, avec ce type d'agriculteur, il faut parler monnaie, chiffres, rentabilité. Et il est bien aussi de comprendre comment fonctionne l'agro-industrie avec les agriculteurs. L'agro-industrie sait pertinemment que les agriculteurs ne peuvent plus se permettre d'investir dans du matériel ou dans des bâtiments. Ils ont été volontairement poussés au seuil de l'endettement. Donc ce que font les agro-industriels, c'est qu'ils proposent des contrats aux agriculteurs, dans lesquels il est inclus que ce sont eux qui prennent en charge les investissements de structures et de matériel, de construction de bâtiments, et parfois même d'achat ou de location de terres, de semences et d'animaux. En échange de quoi, l'agriculteur s'engage à produire exclusivement pour cet agro-industriel, et au prix toujours fixé par l'agro-industriel en question. Ainsi, l'agriculteur peut faire son prévisionnel. Il a l'assurance que toute sa production sera rachetée, mais il sera aussi pieds et poings liés avec le contrat qu'il a signé. Les situations de nos agriculteurs ne sont pas si simples que ça. Ils sont souvent pris en étau entre les agro-industriels, les plateformes de nos supermarchés et les directives administratives vicieuses prises par nos politiques. Tous ces acteurs fonctionnant main dans la main. Alors bien sûr, une porte de sortie avantageuse et fiable dans le temps, pour notre agriculteur en question, ça se réfléchit. Imaginons que dans son prévisionnel, il table sur un revenu net mensuel de 2 000 €. Est-ce qu'il ne serait pas possible à la mairie de s'engager pour les cantines scolaires à hauteur de 500 € par mois, d'achat de viande respectant une production de qualité ? Est-ce qu'il ne serait pas possible que les restaurateurs du coin se mettent d'accord avec cet agriculteur pour lui acheter un certain volume de production tous les mois ? Est-ce qu'il ne serait pas possible non plus de créer une AMAP locale qui garantirait à cet agriculteur d'écouler un volume défini de production, à un prix respectueux pour lui, moyennant une qualité respectueuse pour les clients ? Bon, je ne vais pas toutes les faire évidemment. Le principe étant de comprendre que même lorsque les choses semblent coincées, il y a toujours des solutions possibles. Et des solutions en plus qui respectent les intentions et les besoins véritables de tous. C'est de notre intérêt à tous de respecter notre environnement et notre terre. Nous dépendons entièrement d'elle et de ses ressources pour vivre. Les agriculteurs ont besoin de vivre de leur travail, mais aussi de se reconnecter avec le vivant. Nous tous, en tant que consommateurs, avons besoin de se reconnecter au réel. Nous avons tous le choix et la possibilité d'arrêter d'être des consommateurs et de devenir des consomme-acteurs. L'agro-industrie, même si elle a eu son intérêt majeur et qu'elle l'a encore, a sérieusement besoin d'être dégraissée et recadrée. Et ce sont là ses besoins réels. À ce propos, je fais une brève parenthèse sur le Mercosur. Ce traité n'a pas été signé au bénéfice des agriculteurs ni des consommateurs. Nous n'avons aucun levier pour l'annuler. Par contre, nous avons le levier pour le boycotter. La grande clé pour sortir de ce genre de piège, c'est de dire « je ne suis pas obligé ». Je ne suis pas obligé de manger de la viande aux hormones juste parce qu'elle est moins chère. Puisque dans l'absolu, je ne suis même pas obligé de manger de la viande pour vivre. Alors lorsque toute cette daube va se retrouver dans le supermarché, je n'irai plus acheter ma viande au supermarché. Je la payerai peut-être plus cher chez mon petit agriculteur bio qui fait du bon travail. Et donc forcément en période d'inflation, j'en mangerai beaucoup moins. Mais d'une part, ce sera bien mieux pour ma santé. Et d'autre part, j'aurais encouragé et soutenu quelqu'un qui me respecte. Et quelqu'un qui respecte les animaux. Le traité du Mercosur, c'est comme les fléchettes. C'est comme les biscuits à la farine d'insectes. C'est comme le saumon d'élevage dégueulasse. C'est comme les pommes avec 52 traitements. Oui, 52 traitements avant d'arriver sur les étals. On n'en a pas besoin. Et donc, on n'est pas obligé. Fin de la parenthèse. Allez, autre exemple et autre situation. Nous, êtres humains, sommes des êtres relativement adaptables dans nos environnements. Nous pouvons accepter les aléas climatiques, dans une certaine mesure, mais à condition de revenir toujours à une température corporelle comprise entre 37,5 et 38 degrés. Sinon, notre vie est menacée très rapidement. Avoir un abri ou un logement est une question vitale pour nous. Il ne s'agit pas que d'une question de confort, de sécurité, il s'agit surtout en premier lieu d'une question de survie. Et donc d'une question très sensible, parce que cela vient heurter nos histoires de propriété, de droits légaux et administratifs, de conditions de ressources, de frontières. Nos besoins vitaux sont une manne, une mine de diamants à ciel ouvert pour les abuseurs de tout poil. C'est ni plus ni moins l'histoire du pas de bras, pas de chocolat, pas d'argent, pas de logement. Ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent habiter un peu partout sur la planète, tout à fait librement,
En revanche, ceux qui n'ont pas d'argent, c'est la débrouille au quotidien, la rue ou le bidonville. Ça fait des siècles et des siècles que c'est partout comme ça dans le monde et dans toutes les civilisations. Disons presque toutes les civilisations. Même les peuples qui n'ont pas pratiqué les histoires de propriété se sont fait virer, déloger, des lieux qu'ils habitaient depuis toujours. Bon, et aujourd'hui, on vous vire de votre logement, et si vous ne pouvez plus payer un loyer à votre propriétaire, ou même si vous êtes propriétaire et que vous ne pouvez plus rembourser vos crédits ou payer vos taxes d'État. On peut aussi vous spolier d'une maison familiale si vous ne pouvez pas payer les droits de succession d'un héritage. En bref, nous sommes un peu plus de 8 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui, et si on fait un calcul rapide, on pourrait bénéficier chacun, individuellement, d'un espace de 2 hectares de terre habitable. Mais d'autres calculs donneraient aussi une densité moyenne sur la planète de 4,5 habitants par kilomètre carré de terre habitable, ou de 16 km² par habitant si l'on considère la totalité de la surface terrestre. Bon, notre peuplement de 8 milliards d'êtres humains reste encore viable pour cette planète, même si c'est une problématique à laquelle on n'a jamais eu affaire jusqu'à présent. En tous les cas, si on compte une moyenne de 4 personnes par foyer, par logement, il faudrait pouvoir compter 2 milliards de logements. Et vu toutes les surfaces qui sont construites, eh bien je pense qu'on y est largement. S'il y avait un recensement sérieux de tous les espaces vides, habitables, commune par commune, ville par ville, c'est une évidence que tout le monde aurait un chez soi. Sur la planète, il y a des villages entiers qui sont abandonnés et à vendre. Il y a aussi des programmes immobiliers qui ont capoté et qui restent à l'abandon pendant des décennies parfois. Il y a aussi des propriétaires, des organismes, des sociétés, des États qui sont multipropriétaires de logements, mais vacants. D'un point de vue humain, ça paraît complètement dingue de voir des gens, des familles, des enfants dormir sur le trottoir devant des immeubles avec des logements vacants parfois à l'année. Avec ça, tu m'étonnes que les marchands de sommeil prospèrent, que les réseaux de gangs et les réseaux criminels se servent à volonté, que le squat se professionnalise, et que BlackRock, tranquillou bilou, ait déjà fait main basse sur 60% des logements américains. Oui mais voilà, on vit dans le monde de l'ego, et dans le monde de l'ego, ce qui prime, c'est la propriété. Et puis, ceux qui pourraient faire quelque chose, en tout cas qui sont censés faire les lois, résoudre les problèmes de société, eh bien ce sont des élites avec des problèmes de riches. Donc les problèmes de pauvres, ils n'y comprennent que dalle. Ils jouent les autruches, jusqu'à ce qu'une crise sans précédent vienne leur péter à la figure. Et là c'est l'exemple de Mayotte. Leur vision de la pauvreté, elle est simple. Un pauvre, c'est moche, ça pue et ça leur sert à rien. Et donc quand le problème commence à les gêner, c'est un coup de Karcher. Voilà. Ils repoussent le problème le plus loin possible de leur ville et de leur quartier. À coup de mobilier anti-SDF, à coup de ZFE, et à coup de choses encore bien pires que ça. Bon, par rapport à la propriété, l'ego dit « la propriété, c'est ma sécurité, ainsi que l'assurance d'avoir un revenu passif si je le souhaite ». Ça, c'est l'intention de tous les propriétaires. Maintenant, la résilience, elle dit autre chose par rapport à la propriété. Le propriétaire résilient, il dit « je suis garant et gardien de mes possessions. C'est à moi d'en faire le meilleur usage possible ». Autant par rapport à moi que par rapport à mes semblables. Et là, d'un seul coup, on se rend bien compte que ça ouvre d'autres portes et que ça engage aussi sa responsabilité. Imaginons que je possède 3 propriétés, que j'en occupe une à l'année, mais que les 2 autres restent vides la plupart du temps. Mon souci principal, c'est de faire en sorte que ces 3 propriétés restent en état et, si possible, soient vivantes. Alors, mis à part la location, est-ce que j'aurais d'autres possibilités qui conviennent à mes intentions réelles ? Eh bien évidemment, le champ des possibles est ouvert. Et je peux tout à fait décider, et ce de façon légale, d'offrir le logis en échange d'un gardiennage et d'un entretien. Ça se fait. Je peux aussi tout à fait proposer un bail précaire à titre gratuit, ou une convention d'occupation à titre gratuit, pour dépanner une famille, en échange de quoi elle ne payerait que les charges et s'occuperait de l'entretien de la maison. Je ne sais pas, je pourrais aussi peut-être mettre les lieux à disposition pour une association qui m'intéresse, pour un projet associatif qui embellirait la propriété, moyennant un tout petit loyer qui paierait les charges. Et puis pourquoi pas mettre ces lieux à disposition d'un échange de maisons ? Cela me permettrait de voyager dans le monde, ou d'en faire profiter d'autres personnes qui n'ont jamais l'occasion de partir en vacances, et ce avec la gratuité de l'hébergement. Je le répète, toujours et toujours, la résilience permet d'ouvrir la porte des possibles, au lieu de rester complètement braqué sur son ego. Simplement, il faut oser proposer, oser communiquer, verbaliser nos réelles intentions, et aider l'autre à verbaliser les siennes. Ceci est un exercice fort intéressant et c'était tout le sujet de ce podcast en réalité. La plupart des gens ne verbalisent pas leurs véritables intentions. Souvent, ils les dissimulent par honte, par timidité, par manque de clarté aussi, par peur du jugement parfois. Et sans oublier ceux qui ne verbalisent pas sciemment,
parce qu'ils sont en train d'essayer une manipulation. Vous voyez par exemple les adeptes de sectes. C'est comme ça qu'ils procèdent pour essayer de vous recruter. Ils vous déballent leur argumentation exactement comme un commercial, du par cœur, mais en vérité, s'ils verbalisaient leurs véritables intentions, l'argumentaire ne serait pas du tout le même. C'est pareil pour un politique, par exemple. Si vous saviez lire dans ses pensées, vous verriez le gouffre qu'il y a entre ses paroles et ses intentions. Et ce que l'on applique dans ses actes, dans ses actions concrètes, eh bien ce sont toujours ses réelles intentions. Alors que se passe-t-il lorsque l'on pratique vraiment cet exercice sérieusement ? Eh bien déjà on le pratique pour soi, et c'est quelque chose qui permet vraiment de se réaligner. Et puis on pratique aussi cet exercice avec les autres, et là ça permet de savoir exactement où l'on met les pieds. Voyez un exemple tout bête. Vous déclarez « Je cherche absolument un emploi ». Quelle est la véritable intention derrière ? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une recherche d'activité pour vous épanouir ? Ou est-ce qu'il s'agit juste d'un moyen pour gagner de l'argent ? Et si vos réelles intentions rentrent dans le premier exemple, alors c'est parfait, vous êtes aligné. Et vous menez l'action juste. Mais si votre réelle intention rentre dans le cadre du deuxième exemple, alors vous n'êtes pas aligné avec vous-même et vous fermez le champ des possibles. Il n'y a aucune honte à vouloir assurer sa pérennité financière. Mais il n'y a pas que l'activité purement professionnelle pour y parvenir. Et à partir de cet alignement, eh bien, c'est là que vous ouvrez le champ des possibles. Et c'est là aussi que vous pouvez commencer à faire le tri entre ce que vous voulez réellement, ce dans quoi vous pouvez vous projeter, et ce qui ne vous correspond pas du tout et qui finira indéniablement par vous rendre malheureux, ou irascible, ou dépressif, que sais-je. Prenons maintenant un autre exemple pour nous entraîner à cet exercice. Admettons que vous avez quelqu'un qui vous appelle régulièrement pour vous raconter sa vie. Ça dure des plombes. C'est un parfait monologue parce que vous ne pouvez pas en placer une. Cette situation clairement vous gonfle, détruit la sympathie de départ que vous aviez pour cette personne. Mais voilà, par politesse, par gentillesse, par courtoisie, voire par culpabilité, vous n'osez pas mettre les pieds dans le plat et lui dire ce que vous pensez. Vous n'osez pas et vous ne savez pas comment faire pour verbaliser votre véritable intention, qui est que cette personne vous prend pour son psy, qu'elle vous bouffe votre temps, votre énergie et tout le tralala. Et que vous n'avez qu'une envie, en fait, c'est de l'envoyer balader. Votre véritable intention se situe là. Et si vous continuez à subir cette situation sans rien faire, eh bien c'est ce qui va arriver, vous allez vraiment l'envoyer balader méchamment. Et vous allez peut-être vous en vouloir parce que ça ne correspond pas à votre vraie nature en fait. Et si vous voulez que ça change et que cette personne vous respecte, eh bien c'est à vous de faire le premier pas. Et ce malgré que ce soit cette personne qui soit dans le rôle de l'abuseur. Et donc la prochaine fois que vous l'aurez au bout du fil, eh bien essayez de lui faire verbaliser ses intentions, ses vraies intentions. Alors je ne sais pas, mais suivant le degré d'affinité que vous avez avec cette personne, vous pouvez vous autoriser plus ou moins un certain niveau de langage. Ça pourrait donner quelque chose un petit peu dans l'humour vache, du style bah dis donc, toi, t'as quand même drôlement envie de parler, hein. T'aurais pas eu l'idée d'aller voir un psy par hasard ? Ça te ferait du bien. Qu'est-ce que t'en penses ? Ou alors, dis donc, t'as l'air d'avoir pas mal de problèmes, hein. Mais tu consultes un psy quand même ? Et puis là, vous attendez la réponse. Ça risque de se braquer un petit peu, mais c'est pas grave. Ça pourrait être un truc comme « Oui, mais les psys, tu comprends, ça coûte cher. » Ce à quoi vous pouvez répondre en toute franchise. « Oui, c'est sûr, les amis, au moins c'est gratuit, hein ?» C'est peut-être un peu rude, mais ça a le mérite de remettre les choses en place. Et c'est une façon de verbaliser ce que vous ressentez vraiment. On peut répondre plus soft aussi, du style « Bien dis donc, avec tout ce que tu as raconté, je ne comprends pas que tu aies pas encore ouvert un blog, ou que tu n'écrives pas des romans. Je suis certaine que ça intéresserait du monde et que tu serais excellente dans ces domaines. Qu'en penses-tu » Voilà, le principe c'est qu'il faut toujours laisser une porte ouverte. Poser une question pour que l'autre puisse verbaliser justement. Et en insistant un petit peu, on finit toujours par obtenir la vérité. Une vérité que peut-être vous n'auriez pas attendue, que vous n'auriez pas du tout soupçonnée. Et peut-être que cette personne qui vous gonfle au téléphone tous les soirs entre 5 et 7 heures, elle vit une angoisse qu'elle aurait besoin de verbaliser justement. Et qui chez elle se traduit par un flot de paroles. Son intention réelle n'était peut-être pas de vous gonfler au téléphone tous les jours, mais peut-être simplement de calmer ses angoisses. Et à force de la travailler au corps pour qu'elle puisse parler, verbaliser, sans doute qu'elle finira par lâcher le morceau. Vous savez, en général, lorsque l'on peut verbaliser ses intentions réelles, on se sent tellement mieux dans ses baskets. Et ainsi, on se sent aussi beaucoup mieux avec les gens qui nous entourent. Il faut toujours garder en tête que les manifestations égotiques ne sont que des postures défensives, et que lorsqu'on parvient à laisser tomber son armure, là on se révèle en tant que personne authentique, en tant que personne humaine. Il existe tout un tas de phrases magiques qui permettent de mettre de plus en plus d'authenticité dans sa vie. Et c'est là-dessus que je vais conclure. En utilisant ces phrases magiques, d'abord pour tenter l'expérience, puis par la suite pour s'entraîner à avoir les bons réflexes.
et puis au final en faire un automatisme bien pratique au quotidien. Je vous en partage quelques-unes des miennes. En faisant telle chose ou en disant ce que vous dites, qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Une autre? Qu'est-ce que je t'apporte dans notre relation? Ou bien, je ne comprends pas trop ce que tu recherches en ma compagnie, ou ce que tu veux obtenir de moi, lorsque tu fais ça ou ça. Peut-être que je ne peux pas et que je n'ai pas envie de répondre à tes attentes. Est-ce que tu pourrais me dire exactement ce que tu veux? Et la meilleure de toutes, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, ça veut dire que vous allez savoir. Vous allez connaître les intentions. Vous gardez votre libre arbitre. Une autre phrase dans le même registre, c'est « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Ces phrases-là fonctionnent très bien avec les gens qui ne sont pas mal intentionnés. Mais pour déjouer une tentative de manipulation, ou faire avouer une intention malsaine à votre égard, il existe d'autres phrases, d'autres façons d'obtenir la vérité. Et j'arrête là pour ce podcast, j'en parlerai dans un prochain. Et d'ici là, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?